Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief des championnats d'Europe chrono qui se sont déroulés hier dans la Drôme. Côté parcours, nous avions un tracé très court de 24 km jalonné de deux difficultés, le pied du mur d'Alex et la côte d'Étoile-sur-Rhône. Et côté favori, j'attendais un duel très important entre Remco Evenepoel et Filippo Ganna, les deux mastodontes de la discipline. Les coureurs peu nombreux se sont élancés de 15h45 à 16h15 et au terme d'une nouvelle masterclass de puissance, c'est le champion du monde de Kigali, Remco, qui est venu affoler tous les compteurs de tous les intermédiaires et qui a littéralement surclassé l'ensemble de ses adversaires, Filippo Ganna compris. Alors, je vais bien sûr revenir sur les perfs de l'Italien et du Belge, mais avant ça, petit débrief de la perf des outsiders que j'avais en tête au départ de l'épreuve et qui ont pour la plupart répondu présent. Alors déjà, première parenthèse qui m'a frappé hier, Joao Almeida devait prendre le départ du chrono à 16h05. J'étais très curieux de voir la performance du Portugais en fin de saison après une année 2025 énorme. Mais Almeida ne s'est jamais présenté sur l'aire de départ et je n'ai au lendemain de l'épreuve toujours aucune info expliquant ce retrait de dernière minute. Donc si vous avez des news, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que c'est quand même un DNS de dernière minute assez rare pour être pointé. Ensuite, si je débriefe le classement dans l'ordre décroissant, Dylan Van Baarle est la lanterne rouge de ce chrono après une mauvaise chute. Lui, depuis 2 ans, clairement, il les enchaîne. Vivement l'an prochain chez Soudal, histoire de tourner la page bien brouillonne chez Visma. Abel Balderstone termine 22e à 3 minutes 27 de Remco. Il n'y a rien de choquant dans la performance de l'Espagnol, qui n'est pas un spécialiste de la discipline, mais je tenais quand même à noter la présence de Balderstone aux Europes après une très grosse Vuelta de sa part. Nelson Oliveira, 19e, est passé complètement à côté de son épreuve, mais rien de surprenant non plus dans la mesure où il n'a eu qu'un seul jour de course depuis le Tour de France. En conséquence, je n'attendais absolument rien du vétéran portugais hier. Stéphane Bissegger est le moins bien coté de mes outsiders, termine 18e à 2 minutes 40 et déçoit encore dans sa discipline de prédilection. Franchement, dans le cas du Suisse, je ne comprends pas ce qu'il se passe depuis près de 3 ans maintenant. C'est un coureur qui s'était révélé dans ses premières années pro en remportant des chronos à Paris-Nice, au Benelux, à l'UAE Tour avant de devenir champion d'Europe en 2022, battant à l'époque notamment Filippo Ganna. Depuis lors, à l'endroit du Suisse, c'était un petit peu le désert dans les grands rendez-vous. Je pensais que le voir arriver chez Decathlon cette année, ça allait le remettre dans une dynamique positive. Et en vrai, c'était plutôt bien parti puisqu'il avait fait 2 au chrono de l'UAE Tour en début d'année. Mais derrière, ça n'a pas enchaîné, c'est dommage. Je ne comprends pas ce qu'il se passe à l'endroit de Bissegger, mais ces championnats d'Europe sont encore un loupé de la part du Suisse. Et j'espère qu'un jour ça va aller beaucoup mieux parce qu'il a tellement plus sous le capot que ce qu'il a montré hier. Mats Pedersen, 15e, était une des curiosités au départ de ce chrono. Personnellement, je n'attendais rien du Danois dans la mesure où il n'a jamais véritablement bossé l'exercice. Il est venu au talent avec la force qui le caractérise. Et faire 15 dans ces conditions, c'est plutôt propre. Il sera au départ de la course en ligne dimanche aux côtés de Vingegaard et Skelmose. Évidemment, il ne jouera pas la gagne compte tenu du parcours, mais au vu des cannes qui sont les siennes en ce moment, Mats Pedersen sera un très très gros renfort de poids pour Vingegaard et Skelmose. Rémi Cavagna, 13e, poursuit sa reconstruction en cette fin d'année après une saison 2024 à oublier. 13e, c'est pas trop mal de la part du Clermontois qui, je l'espère, va vers le mieux. Personnellement, je trouve qu'il remonte la pente gentiment cette année, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et je croise les doigts bien sûr pour que ça enchaîne en 2026. Jakob Söderqvist, 11e, échoue aux portes du top 10 pour 2 petites secondes. Parti avant Filippo Ganna, il a vu l'Italien fondre sur lui à mi-parcours. L'apprentissage est douloureux pour le néo-champion du monde espoir, mais il n'y a absolument rien de honteux dans la mesure où c'est Filippo Ganna derrière. Moi je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pris le départ avec les élites alors qu'il aurait pu à nouveau s'aligner avec les espoirs. Donc je suis très curieux de voir ce que va donner la suite de sa carrière parce qu'il est très prometteur et on sent chez lui l'envie d'en découdre. Alex Segart, 10e, confirme sa grosse saison dans les chronos même si je suis un poil déçu de son résultat d'hier. À 22 ans et aux côtés de Söderqvist, je pense qu'on tient là 2 futurs très grands de la discipline.
Encore une fois, il y avait peut-être mieux à attendre de sa part, mais c'est déjà très bien qu'il ait pu enchaîner après une grosse Vuelta. Vuelta qui était son premier grand tour en carrière. Bruno Armirail, 9e, se sera encore cassé les dents sur l'élite de la discipline. Sans conteste, cette année, Bruno, c'est le meilleur français dans l'épreuve chronométrée, c'est le plus régulier et c'est celui qui sera allé chercher les meilleurs pics de performance en 2025. 4e à Caen sur le Tour, 4e à Valladolid sur la Vuelta. Il lui manque encore un petit truc pour enfin s'imposer et j'espère vraiment que l'an prochain chez Visma, il va trouver un cadre et des améliorations pour passer un nouveau palier. Après, je n'oublie pas non plus qu'il s'est déjà enquillé plus de 80 jours de course cette année, donc c'est normal qu'il soit un petit peu émoussé en cette toute fin de saison. Bruno Armirail, j'en reparlerai à l'intersaison, mais c'est peut-être un des très gros transferts de ce mercato. Attention à lui pour 2026. Stefan Kung, 8e, aura vu le TGV belge Remco le dépasser à la mi-parcours. Vraiment, les horaires de départ et partir avant Remco Evenepoel n'étaient pas pour avantager le Suisse. Kung, à l'image de Bissegger, a vraiment reculé dans la discipline du chrono, même si je pense que c'est plus lui qui a stagné et les autres qui ont step up. À 31 ans, désormais, je vois mal comment il pourrait se hisser à nouveau au niveau des tout meilleurs. Alors on verra ce que ça donne l'an prochain chez Tudor, parce que le Suisse va changer de crèmerie. Mais je doute maintenant qu'on revoit à nouveau Stefan Kung sur un podium des Europes ou des mondiaux. J'espère me tromper, mais la trajectoire n'est pas bonne pour l'ex-champion d'Europe de la discipline. Matthias Vacek, 7e, confirme qu'il a retrouvé de bonnes jambes en cette fin de saison après sa grave chute du Tour de Pologne. Il fait pour moi partie des 2 surprises de ce top 10 et il faudra compter sur lui pour Paris Tour le 12 octobre. Participation à confirmer. Dan Houle, 6e, est venu valider sa grosse saison 2025. 6e et premier sur les chronos du Giro, champion des Pays-Bas de la spécialité en juin, 10e à Valladolid sur la Vuelta. Factuellement, Dan Houle, au terme de cette saison 2025, est devenu un des cadors de la discipline et il a encore de la marge compte tenu de ses 26 ans. Joshua Tarling, 5e, échoue à 2 petites secondes du podium. C'est dommage parce qu'il a légèrement buté dans la partie vent de face après Alex. Il était en avance sur Niklas Larsen à mi-parcours avant de concéder 5 secondes entre le T2 et le T3. Pour lui, c'est rageant, mais cette 5e place, c'est, je trouve, aussi inquiétant. Pourquoi ? Joshua Tarling, il est arrivé comme une météorite chez les pros. En 2023 et à 19 ans pour sa première saison pro, il était déjà devenu champion d'Europe en mettant une tempête à Bissegger et Van Aert. Derrière, il a plutôt confirmé son statut en remportant notamment le chrono du Tour d'Italie cette année. Mais au global, je ne trouve pas qu'il ait véritablement progressé ces 2 dernières années dans sa discipline de prédilection. Il emmène toujours des galettes énormes. Hier encore, je crois qu'il traînait un plateau de 64 dents. Il a une force de mammouth, mais j'ai un petit peu le sentiment que ça en reste là. Techniquement, c'est propre. En termes d'aéro et pour son grand gabarit, c'est vraiment bien. École britannique de la piste oblige. Mais il me donne aussi déjà l'impression d'avoir atteint un plafond de verre. Alors, on verra ce que ça donne dans les années qui viennent, mais pour l'instant, il a vraiment beaucoup de mal à passer à l'échelon supérieur. Et c'est vraiment dommage parce que dans le paysage du monde chronométré, sur le papier, c'est un petit peu lui qui devrait prendre la relève de Ganna pour aller taquiner Evenepoel. Et pour l'instant, il n'en prend pas la trajectoire. Pour Ethan Hayter, 4e, la saison 2025 est une saison de la reconstruction réussie. Il avait beaucoup souffert dans ses dernières années chez Ineos. Cette année, chez Soudal, il s'est remis à gagner. Chrono du Tour de Belgique, chrono du Tour de Luxembourg et chrono des championnats de Grande-Bretagne. Et même si hier il échoue à 1 petite seconde du podium, ça fait vachement plaisir de revoir Ethan Hayter à ce niveau cette année. Les Britanniques 4 et 5 ont vraiment les pires des places. Ça s'est joué à 1 et 2 petites secondes pour Ethan et Joshua. Et celui qui a climatisé les Anglois, c'est pour moi la surprise de ce top 10 en la personne de Niklas Larsen. Alors, vous dire qu'il vient de nulle part, ce serait mentir compte tenu de sa 4e place au chrono du Tour du Danemark. Mais de là à imaginer qu'il aurait pu être en bronze aux Europes, ça c'était la grosse côte. D'autant qu'au Danemark, c'était Soderquist qui avait remporté le chrono devant Segart et Pedersen. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur le bonhomme. 28 ans, ex-coureur UnoX jusqu'à l'an dernier. Cette année chez BHS en Continental. Il a remporté quelques courses de ci de là, notamment sur le Tour du Danemark en 2019.
Mais ce qu'il a réalisé hier, c'est sans conteste et de très loin sa meilleure performance en carrière. Alors, je me suis demandé si sa perf d'hier allait attirer des écuries World Tour, parce que clairement, il en a dans le moteur. Mais sachez que pour l'année prochaine, il a déjà signé chez Unibet, Titema, Rocket, comme un certain Dylan Groenewegen. Donc, on verra comment se développera Unibet et Niklas Larsen ensemble l'an prochain, en espérant que le Danois ne soit pas juste une étoile filante de la discipline. Et enfin, pour terminer ce débrief, j'en viens à nos deux stars d'hier. Le duel entre Remco et Ganna était attendu. Filippo Ganna a, dans son registre, absolument pas déçu. 25 secondes d'avance sur le troisième, presque 50 de moyenne avec 2 difficultés et du vent de face dans les 2 derniers tiers de course. C'est du super Ganna que nous avons eu hier. Filippo Ganna a été bon, mais Remco est juste sur coussin d'air depuis les championnats du monde. Ganna n'a pas sous-performé hier, c'est Remco qui est simplement dans son monde. Il y a 10 jours, aux mondiaux, entre le start et le T1 sur 10 km 600, Remco avait déjà repris plus de 40 secondes à Del Toro, Vine et Pogačar. Et hier, entre le start et le T1, sur un tout petit peu plus de 6 km, il avait déjà repris 14 secondes à Filippo Ganna, soit plus de 2 secondes au kilomètre. Et on parle de Filippo Ganna. Après le T1, logiquement, derrière, c'est la boucherie. Au T2, 6 minutes plus tard, Ganna est à 25 secondes. Au T3, passé la partie vent de face, Ganna fait un peu de résistance mais recule encore après de 33 secondes. Et puis, dans la dernière bosse, c'est l'ultime coup de dague de Remco. Et voilà, Ganna à 43 secondes sur la ligne, sur 24 bornes. Alors, ce qu'a toujours fait Remco dans les chronos, ça a toujours été lunaire. Mais entre ce qu'on a vu aux mondiaux où il a humilié Pogačar et ce qu'on a vu aux Europes où, sur ce genre de parcours, Filippo Ganna était jusqu'à présent le seul coureur au monde à pouvoir défier Remco, eh bien aujourd'hui, il n'existe plus aucun débat dans la discipline du chrono. Remco Evenepoel est sans équivalent, champion de Belgique, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique et tout ça en titre. Et Remco Evenepoel est sans équivalent de très loin. Il n'y a aucune discussion qui s'ouvre. Remco Evenepoel, hier, a massacré Filippo Ganna 72 heures après s'être coltiné 270 bornes, 5500 mètres de dénivelé, et tout ça à près de 42 km/h de moyenne. C'est dingue. Jamais je n'aurais pensé que Remco aurait pu enchaîner après la course en ligne. Je me suis trompé et ça fait quand même 2 années de suite à l'endroit du Belge. Je pensais après le Tour de France 2024 qu'il aurait été trop court pour les JO. Résultat, double champion olympique. Et je pensais après les mondiaux de Kigali qu'il aurait été à nouveau trop court. Et résultat, champion d'Europe du chrono, et pas d'un peu, de plus de 40 secondes sur 24 bornes. Voilà, simplement, ce gars-là, Remco, a une capacité de remobilisation mentale et physique que même Pogačar lui envie. C'est sûr et certain. Je le répète, dans le domaine de la remobilisation mentale, Remco Evenepoel, c'est quelque chose. Alors, il a ses craquages, on l'a vu dimanche dernier avec son double changement de vélo, on l'a vu sur Liège en avril, mais de facto, quand les jambes tournent bien à l'endroit de Remco, il est magistral et totalement imprenable. Si on se remet la course en ligne de dimanche dernier en tête, c'est quand même ahurissant qu'il ait terminé deuxième à 1 minute 30 de Pogačar. Franchement, lorsqu'il est bien, Remco Evenepoel dans certains domaines, il est au moins aussi choquant que Tadej Pogačar. C'est une folie absolue. Donc, chapeau l'artiste et bon courage aux adversaires de Remco et Poga. 26 ans et 27 ans, ils sont largement en avance sur leurs concurrents les plus directs, chacun dans leur domaine. Allez, c'en est tout du débrief de ces championnats d'Europe chrono. Je vous retrouve très vite pour l'avant-course de la course en ligne. Pogačar et Evenepoel seront présents et pour leurs adversaires, ça va être très dur de faire quoi que ce soit. Vous regardez la perf de Pogačar dimanche dernier, celle de Remco ces 2 dernières semaines. Je pense qu'il n'y aura pas photo et que ça va être mission impossible pour les autres de rivaliser dimanche. Quoi qu'il en soit, on s'en reparle très vite. Prenez soin de vous. Bye bye!